Bonjour Olivier, bonjour Bertrand. Bertrand, Enrich 2025-2026, comment ça se passe? Comment ça s'est passé cette année 2025? Une année très dynamique, riche en transformation. Je vais répéter un truisme qui est l'avènement de l'IA, mais surtout de l'IA appliquée à la voix et qui permet vraiment de redonner de la valeur à tout notre écosystème et c'est vraiment passionnant. Et alors, justement, dans cet écosystème, l'importance des partenariats est prépondérante. Oui, tout à fait. Alors, nous, Enrich, en tant qu'éditeur de plateformes de communication unifiée, de convergence fixe mobile et d'interaction au sens plus large, on travaille qu'en mode partenariat avec des opérateurs, des services providers comme Stellogy et des intégrateurs qui commercialisent nos solutions auprès des entreprises en mode direct ou en mode indirect, mais qui atteignent le client final. Donc, nous, vraiment une approche écosystème et partenaire. Olivier, tu peux nous rappeler un peu ce que fait Stellogy aujourd'hui, où on en est où le périmètre d'action? Oui, bien sûr. Alors Stellogy, si vous ne nous connaissez pas encore, c'est l'un des plus gros opérateurs B2B en France. Ça veut dire qu'on va adresser des entreprises de toute taille, de la TPE jusqu'au très grand groupe, des collectivités locales. Et notre métier, ça va être de simplifier leur vie, de leur apporter des bénéfices business sur des bases technologiques, notamment avec Enrich. Et alors, comment est-ce que tu as connu Enrich et qu'est-ce que tu vas chercher chez eux? Alors, Enrich et Stellogy, c'est une vieille histoire. Avant même que Stellogy s'appelle Stellogy, avant même qu'Enrich s'appelle Enrich. Et c'est plutôt un partenariat naturel. Nous, notre métier, c'est d'apporter des bénéfices à nos clients, de travailler avec eux en proximité, donc de bien les connaître. Ils nous connaissent bien, on les connaît bien. Et du coup, de parler avec eux de ce que va apporter la technologie. La téléphonie pour la téléphonie, tout le monde doit être joint, tout le monde doit pouvoir joindre. Mais finalement, aujourd'hui, la voix retrouve un peu ses lettres de noblesse. De par l'IA, de par l'interaction qu'on peut avoir, ça reste le premier média d'interaction avec sa propre clientèle. Et donc tout notre métier, avec Enrich qui nous apporte le support technique, c'est de travailler l'apport fonctionnel métier. Bertrand, quels sont les marchés que vous adressez en commun avec Stellogy? Alors, avec Stellogy, on a majoritairement une action, je dirais, en vente directe sur les différents segments, en travaillant beaucoup sur ces aspects intégration métier, cible, intégration logicielle, intégration avec les CRM, avec les applicatifs métiers. Alors, c'est le cas depuis, je dirais, quelques temps déjà, mais c'est à nouveau renforcé par l'avènement de tout ce qui est API, automatisation, low-code, no-code, etc. Et l'appétence des clients finaux dans le cadre de leur transformation digitale vers davantage d'intégration. Et la voix, qui était un silo historiquement, même s'il y avait du couplage téléphonie informatique, etc., là, ça fait des termes parfois qui se ringardisent un petit peu. Donc ça existait déjà, mais aujourd'hui c'est fortement renforcé puisque la voix, devenant une donnée comme les autres grâce à la transcription, grâce à l'IA, devient encore plus intégrable dans l'ensemble des systèmes numériques de l'entreprise. On a l'impression, Olivier, aujourd'hui que l'utilisateur il veut de la mobilité, de la mobilité, de la mobilité. Que le travail, le télétravail par exemple, c'est une sorte de travail en mobilité. On n'est plus au bureau. Aujourd'hui, comment est-ce que tu reçois, comment est-ce que tu vois toutes ces offres, toutes ces demandes de mobilité absolue? Alors, le sujet, c'est exactement ça, c'est de pouvoir travailler exactement de la même manière, qu'on soit sur site d'entreprise ou en mobilité, en télétravail, en déplacement professionnel. C'est vrai sur un plan purement IT, même d'un point de vue sécurité, finalement, il faut que la sécurité soit la même chez soi ou dans l'entreprise, et c'est vrai en téléphonie également. Donc le numéro fixe d'entreprise qui, par définition, était auparavant dans l'entreprise, il se doit d'être complètement mobile. Alors mobile, c'est évidemment le softphone sur le PC, c'est le softphone sur le téléphone, mais ça va plus loin avec des notions de convergence. La convergence, c'est pouvoir faire converger un numéro de fixe, un numéro géographique en 01, en 02, et un numéro de mobile, 06, 07, et finalement pouvoir adapter l'usage en fonction de là où on est, de ce qu'on souhaite faire, de la couverture géographique, et surtout de pouvoir bénéficier avec le mobile qui, pour beaucoup, devient le téléphone par défaut, de toute la valeur du fixe. Et la valeur du fixe, c'est quoi? C'est pouvoir mieux collaborer, c'est pouvoir faire des groupes, c'est pouvoir intercepter des appels, c'est pouvoir rentrer de l'information dans son CRM alors qu'on est sur un mobile. Et ce device qui était complètement isolé, ce device mobile, il devient partie intégrante de l'entreprise. Ça, c'est beaucoup de valeur. Bertrand, cette convergence fixe-mobile, on comprend bien pour l'utilisateur la simplification d'usage. J'ai accès à tout depuis partout avec un simple device, mais pour les opérateurs, pour les fournisseurs de services UCaaS, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de gérer ça côté back-end, côté background. Oui, je dirais c'est un petit peu comme souvent, pour que les usages restent simples et efficaces, il y a souvent de la complexité technologique sous-jacente et c'est pour ça qu'il
les éditeurs, les équipementiers doivent travailler de manière très rapprochée avec les intégrateurs et les gestionnaires d'infrastructures. Mais effectivement, 360. tout à fait. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis de très nombreuses années. On a beaucoup appris en Europe du Nord, en particulier avec le leader finlandais qui est Elisa, un client de longue date, pour faire vraiment de la convergence fixe mobile renforcée, mais aussi du mobile only, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que j'ai plus que le mobile, j'ai un numéro fixe, un numéro mobile, mais j'ai le mobile entre les mains. Et aujourd'hui, on voit un grand renfort de demande sur ce thème-là, qui a mis longtemps à percer. En Europe du Nord, c'est déjà très répandu. Ailleurs en Europe, c'était plus lent. Mais on sent un frémissement depuis, je dirais, 12-18 mois, avec une demande qui se renforce. Comme le disait Olivier, principalement sur l'aspect intégrer les appels GSM, les numéros de mobile et les situations de mobilité au flux de l'entreprise, CRM, etc. Avec évidemment l'IA comme moteur. Est-ce que tu aurais un cas d'usage, Olivier, je ne sais pas, dans un domaine industriel, automobile ou autre, que tu déploies et qui est représentatif des demandes d'aujourd'hui? Oui, c'est un bon exemple, le cas industriel automobile. Un grand client industriel avec qui on avait engagé un projet finalement de voie fixe classique, alors avec des fonctionnalités avancées, mais pas de convergence au début du projet. Et finalement, un certain nombre de sites industriels avec de la mobilité interne au sein de l'entreprise étaient assez mal couverts en termes de couverture Wi-Fi, radio, etc. Donc la première démarche avait été de se dire, bon, on va mieux couvrir en Wi-Fi, on va prendre des smartphones qui vont faire le softphone fixe de très haute qualité, avec de la très bonne performance, etc. Et même avec ça, les résultats n'étaient pas tout à fait concluants. Et donc on a fait 2 POC sur deux sites différents, et on a fait de la convergence. Et finalement, le numéro de fixe a été transcrit sur un numéro de mobile, et ce qui a permis à la fois d'avoir une couverture parfaite, parce que la couverture mobile était très bonne, et à la fois de garder le 0,1, de garder la convergence, et également de pouvoir baisser finalement le prix du device, puisqu'on était sur un device GSM plutôt classique. Cerise sur le gâteau, avec ce GSM, on a pu rentrer après dans des nouveaux cas d'usage autour de la transcription, autour de l'intégration avec le CRM. Et donc c'est vraiment l'outil de l'employé au quotidien. Le mobile est devenu l'outil de l'employé. Et pour vous former sur les cas d'usage possibles ou sur les nouvelles fonctionnalités des produits InReach, est-ce que par exemple vous l'utilisez en interne? Alors, on l'utilise en interne bien sûr et on expérimente beaucoup de choses. On se considère être un client plutôt représentatif de nos propres clients. Donc on est sur la solution et on fait toutes les intégrations, j'ai envie de dire, possibles et inimaginables. Je vais vous prendre un exemple d'aujourd'hui et peut-être un peu de prospective pour demain. Le premier cas assez classique, mais il y a encore trop peu d'entreprises qui l'utilisent, c'est tu parlais de couplage téléphonie informatique, mais c'est vraiment intégrer les outils IT de l'entreprise, les données de l'entreprise avec la téléphonie. Quelque chose qui paraît très simple, je reçois un appel, que ce soit d'ailleurs sur mon GSM, que ce soit sur mon fixe, que ce soit sur Teams, j'ai une montée de fiches immédiate qui m'indique quel est le contact qui m'appelle, mais au-delà de ça, quelle est l'entreprise derrière le contact, l'ensemble de ces chiffres. Et immédiatement, qu'on soit notre service client ou qu'on soit un commercial chez Stellogy, on a l'intégralité de l'information macroscopique qui remonte vis-à-vis du client. Est-ce qu'il y a des devis en cours? Est-ce qu'il y a des demandes de changement en cours? Est-ce qu'il y a des factures, etc. Et on est capable de renseigner de manière très rapide le client. L'étape juste derrière tout ça, c'est probablement de mâcher un petit peu le travail de lecture à notre collaborateur en remontant tout ça au travers d'une IA. Et donc on travaille beaucoup l'IA en accompagnement de nos propres collaborateurs, presque plus qu'en interface avec nos propres clients. Mais on va écouter les conversations telles qu'elles se déroulent entre l'un de nos collaborateurs et un des clients. On va récupérer un contexte client, puisqu'on l'a identifié, son contexte technique, son contexte contractuel. On va comprendre l'intention du client, quelle est sa demande, et on va aller chercher dans notre base documentaire quelles sont nos différentes procédures, nos différents process qui pourraient répondre aux besoins du client. Et de cette manière, on va présenter, accompagner l'interlocuteur en lui disant « Écoutez, on a compris que votre client demandait ça, vous pourriez préciser sa demande en lui posant telle ou telle question, et pour aller jusqu'à la résolution de sa demande ou aller plus loin, vous pourriez faire telle et telle action en pas à pas. » Je comprends bien toute l'intégration métier et les avantages que ça apporte, mais Bertrand, d'un autre côté, aujourd'hui, dans les décisions d'achat, il y a d'autres paramètres qui arrivent. On parle beaucoup de souveraineté. On a parlé d'IA pendant toute l'année dernière. Aujourd'hui, on dit oui, l'IA, oui, mais la souveraineté. Comment est-ce que tu intègres cette notion très demandée aujourd'hui dans tes nouveaux développements?
Oui, alors effectivement, bon, le sujet de la souveraineté n'est pas nouveau, mais il a été très fortement renforcé par le contexte géopolitique. Je ne reviendrai pas sur certaines annonces et effets médiatiques récents, certaines coupures de certains abonnements, etc. Donc effectivement, c'est sur le devant de la scène. Alors nous, en tant qu'éditeur franco-européen souverain, on s'en réjouit, parce que ça crée une nouvelle appétence supplémentaire et des critères nouveaux de choix. Et c'est d'autant plus renforcé par l'IA, car l'écosystème IA est quand même dominé par les hyperscalers et par des acteurs américains. Donc il y a besoin d'une finesse et d'une approche très précautionneuse sur la mise en œuvre, sur le stockage des données. Certains parlent de intelligent data ou de smart data qui doivent être gérées avec précaution. Donc nous, dans notre plateforme, comment ça se traduit? Typiquement par une forte configurabilité, c'est-à-dire donner la capacité aux partenaires opérateurs de choisir quel IA, quel LLM, où il est hébergé, etc. il va utiliser, en fonction des services et de la performance bien sûr, mais jusqu'à l'entreprise, un grand groupe qui aurait, alors je dis plutôt un grand groupe parce que c'est sûrement lui qui a davantage capacité à faire ses propres investissements sur sa propre IA, qui veut connecter sa propre IA, ou par rapport à son domaine d'application qui serait, je dirais, plus protégé ou à protéger pour que ces données ne sortent pas. Donc cette configurabilité de bout en bout, nous on parle d'une IA agnostique permettant de plugger différents moteurs est très importante pour nous. Donc après, c'est une nouvelle dimension dans l'écosystème. Alors on pourrait dire que ça crée beaucoup de complexité, toute cette combinatoire possible, effectivement, mais bon, s'il n'y avait pas de complexité, il n'y aurait pas de boulot intéressant pour l'ensemble des équipes et des experts de nos entreprises. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour protéger nos données? En conclusion, Bertrand, l'année 2026, elle sera, IT Partners, c'est le début de l'année 2026, on va dire. L'année 2026, elle sera réussie si on met en production des véritables services à valeur ajoutée auprès des entreprises, en particulier auprès des PME qui sont plutôt sous-équipées sur les aspects d'interaction client et d'IA et d'automation. C'est ce qu'on attend. Voilà. Merci. Tout à fait.